Bienvenue à ce cycle de conférences qui est organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, qui, pour rappel, est une fondation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles démocratiques qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, la Fondation s'appuie sur différents partis pris, l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes, ou encore le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue directement ce cycle de conférences qui a lieu toutes les 2 semaines jusqu'en octobre. En tant que co-responsable d'un des labos, à ce jour, il y a 3 labos, un à Douala, un à Abidjan, et on a la chance ce soir d'avoir mon collègue Guy Delis qui contribue fortement au laboratoire Ouest Méditerranée localisé à Abidjan. Et ces labos ont pour rôle de devenir des lieux de création d'idées et de liens entre les acteurs du terrain. Mais ce soir, mon rôle est purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence en ligne. Je vais donc tout de suite laisser la main à notre intervenante ce soir, Kako Nubupo. Merci beaucoup de contribuer à ce cycle de conférence, et à Guy Delis qui assurera le rôle de modération. Je vous écoute dans le chat si je peux vous aider à régler des problèmes techniques, et je vous retrouve en fin de conférence. Bonne conférence. Merci. Merci Colline. Bonjour professeur. Bonjour Guy. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur de participer à ce cycle de conférences. En tout cas, très heureux de pouvoir partager virtuellement cette table de séance avec vous. Et ma tâche donc consistera, comme l'a dit Colline, à assurer la modération de la conférence. Aujourd'hui, dans le cadre de la conférence qui s'intitule « Vers une démocratie substantive en Afrique », organisée par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, le thème s'intitule « Souveraineté, écologie et commun, un triptyque porteur d'espoir pour l'Afrique ». Et donc 3 mots, souveraineté, écologie et commun, beaucoup de concepts et donc beaucoup d'interprétations. À preuve, les premières revendications autour de la thématique des communs, le plus souvent avec majuscules et au pluriel, ont été portées par les luttes sociales ouvertement désignées anticapitalistes. C'est dire combien la thématique abordée en ce jour est étroitement liée à la prise de conscience de la raréfaction des ressources de la terre. Une telle prise de conscience qui implique, donc, comme le souligne Achille Mbembe, de lutter contre la course effrénée à la privatisation des ressources du sol et du sous-sol et l'accumulation privée sur le continent africain, qui ont eu pour contrepartie la brutalisation et le déclassement des pans entiers de la société. L'alternative futuriste que semble offrir la conférence du jour, telle que suggérée par son thème, est un questionnement sur l'implication publique de l'Africain dans la recherche de solutions aux impasses continentales actuelles. Sous un angle problématisé, les préoccupations consistent en celle-ci. Comment pouvons-nous ne pas être intéressés par cette approche par les communs, d'autant plus qu'elle mêle les enjeux environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques? En réponse aux craintes existentielles vitales, l'approche par les communs s'offre-t-elle véritablement sur des options alternatives portées par des communautés en rupture avec l'appropriation privative ou étatique, cherchant et promouvant un autre rapport aux autres et aux choses? Tout est-il vraiment devenu commun? Ou bien encore, comme s'interroge notre invité du jour, M. Kako Nubupo, dans un article paru dans le journal Jeune Afrique, l'engouement pour les communs ne sera-t-il qu'un énième phénomène de mode? Pour alimenter donc ces quelques préoccupations et non pas forcément de trouver des réponses définitives et closes, bref, pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Kako Nubupo. Il est universitaire, homme politique et macroéconomiste togolais. Nubupo est formé à Strasbourg. Il est titulaire d'une thèse de doctorat en sciences économiques de l'Université Lumière Lyon 2. Il est agrégé d'économie et spécialiste de l'économie du coton. Allons plus en profondeur. Le professeur nous le notifiera en cas d'erreur. Quelle carrière pour M. Kako Nubupo? De 1997 à 1999, il enseigne à l'EM Lyon Business School. Entre 2000 et 2003, il travaille à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO à Dakar. Et depuis 2019, M. Kako Nubupo est doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Quel parcours sur le plan public pour M. Kako Nubupo? De 2013 à 2015, M. Kako Nubupo a été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo sous la présidence Faure Gnassingbé. Je ne reviendrai pas ici sur les détails liés à la non-reconduction à son poste de ministre, mais ce qu'il convient de savoir, c'est que M. Kako Nubupo est un militant engagé. Et bien évidemment, conformément à son statut d'économiste, l'universitaire togolais est engagé sur le Fonds monétaire, principalement sur l'utilisation du franc CFA sur le continent africain. M. Kako Nubupo plaide par ailleurs pour trouver une alternative à cette monnaie
qui favorise, selon lui, un paternalisme monétaire de la part des partenaires occidentaux et n'aide pas les pays africains à obtenir de bonnes performances économiques. En point 3, quel engagement à l'international pour M. Kako Nuboko? En février 2017, Nuboko organise les États généraux du franc CFA à Bamako, au Mali, et depuis 2018, il travaille au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, en abrégé CIRADS. En janvier 2021, il devient conseiller économique du président de la commission de l'UEMOA. Et le 14 avril 2021, M. Kako Nuboko est désigné parmi les nouveaux commissaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Kako Nuboko a été désigné par la République Togo pour la représenter au sein de l'institution économique et sociale. Depuis le 10 mai 2021, il est commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène de la commission de l'UEMOA. En mars 2023, Kako Nuboko annonce officiellement sa candidature à la succession de Vera Songwe à la tête de la Commission économique pour l'Afrique. Une fois cela dit, que peut-on dire des travaux de l'universitaire dont le poids parmi les économistes du temps ne fait l'homme d'aucun doute? M. Kako Nuboko est auteur de nombreuses publications. J'en ai constitué un répertoire de 7 livres. Je peux me tromper, mais soyez-en sûrs, vous pourrez retrouver la liste complète partout sur Internet. En voici 2 qui semblent fortement en lien avec la conférence du jour. Premier ouvrage, Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun, publié aux éditions Jacob en 2022. Et le deuxième ouvrage est L'Afrique en commun, 2 points, tension, mutation, perspective, écrit sous la direction de Stéphanie Loras aux éditions de l'AFD et de la Banque mondiale. Bref, entre politique et économie, M. Kako Nuboko est un véritable touche-à-tout. Il articule des positions et thèses sur la crise économique, la dette des entreprises et des États, la réforme du franc CFA, les relations Afrique-France, la transformation économique du continent, les enjeux environnementaux, etc. avec égal brio. À présent, professeur, c'est sur ces quelques mots que je vous passe le micro pour votre conférence. Merci beaucoup, cher Guy. Je voudrais vraiment remercier la Fondation de l'innovation pour la démocratie, remercier mon aîné ami Achille Mbembe pour l'extraordinaire travail qu'il effectue avec vous tous. Hein. Et vraiment, grand merci pour la session que nous allons avoir. Donc, je salue tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps pour nous rejoindre cet après-midi. J'ai 45 minutes pour faire mon exposé et ensuite, nous pourrions échanger. Donc, comme vous l'avez très bien dit, Guy, au fond, nous sommes dans une recherche de renouvellement paradigmatique. Et c'est pour ça que je tenais à échanger avec vous cet après-midi, voir comment nous pourrions ensemble dépasser le cadre néolibéral dont on voit à l'heure actuelle, dont on constate l'épuisement. Il faut savoir que depuis une quarantaine d'années, nous sommes dans un système néolibéral, donc sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et l'objectif de mes travaux à l'heure actuelle, c'est construire une alternative que moi je qualifie d'écologique et sociale au système néolibéral dont on voit à l'heure actuelle qui n'arrive pas à obtenir les promesses qu'on pouvait en attendre, en tout cas du point de vue de ses concepteurs et de ses promoteurs. Et donc, je voudrais dire 2 séries de choses. D'abord, revenir sur un certain nombre de faits stylisés autour des impacts structurels de la libéralisation, avant, dans une seconde partie, décliner les éléments qui pourraient être constitutifs d'un paradigme alternatif, ce que j'ai appelé dans mon dernier ouvrage des solutions pour l'Afrique. Donc, tout d'abord, ce qui me paraît intéressant, c'est partager 4 faits stylisés avec vous.
le premier fait stylisé, on ne le dit pas souvent, c'est pour ça que je commence par celui-là, c'est que l'Afrique est le continent le plus inégalitaire au monde. Il faut savoir que nous avons un degré d'inégalité interpays aussi élevé qu'en Asie, qui détient en tous les continents le record des inégalités interpays, mais nous avons en plus un degré d'inégalité intra-pays aussi élevé qu'en Amérique latine, qui détient le record des inégalités intra-pays, où vous avez les latifundia, les grandes propriétés, qui cohabitent avec les paysans sans terre. Et donc, la spécificité africaine, au fond, c'est de coupler ces deux types d'inégalités. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour ceux que ça intéresse. Je renvoie aux travaux de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, notamment aux travaux de Denis Cognaud, qui a beaucoup étudié ces inégalités africaines. Pour vous donner une illustration, quand vous prenez les 54 États africains, peu de gens savent que les 6 premières économies africaines, donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Angola, font 65% du PIB africain. Okay? Donc, vous en avez 3 dans le Maghreb, Algérie, Égypte et Maroc, et puis 3 en Afrique subsaharienne, Nigeria, Afrique du Sud et Angola. Ces 6 économies, c'est 65% du produit intérieur brut africain. Donc, vous avez 48 économies africaines qui ne font que 35% du PIB, du produit intérieur brut. C'est déjà un élément qui vous montre que quand nous parlons de la croissance africaine, sachant que 3 de ces 6 économies dépendent quasi exclusivement du pétrole, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola, quand on parle de la croissance africaine, en fait, c'est une autre façon de parler des cours mondiaux du pétrole. Voilà, pour faire simple. Donc, on a une croissance qui est dite appauvrissante par les économistes parce que ce n'est pas une croissance fondée sur la transformation structurelle de l'économie, mais c'est plutôt une croissance fondée sur la rente, notamment la rente pétrolière pour l'essentiel, avec des problèmes de redistribution qui font que l'indice de Gini, qui est l'indice d'inégalité en Afrique, est particulièrement élevé. C'est un indice, lorsqu'il est proche de 0, qui montre qu'on a une bonne distribution des revenus dans l'économie et dans la société, mais lorsqu'il est proche de 1, on voit que c'est une société ou une économie fortement inégalitaire. Et donc ça, c'est vraiment un point qui me paraît fondamental. Nous parlons d'un continent qui est profondément inégalitaire. Deuxième fait stylisé, c'est la question démographique. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais ce n'est pas parce qu'on en parle souvent que ce n'est pas important. L'Afrique est un continent dont la taille double tous les 25 ans. Il faut savoir que depuis les indépendances, depuis 1960, nous avons quintuplé notre population. Donc, nous avons pu intégrer 1,1 milliard d'habitants. Mais pour les 25 prochaines années, donc à l'horizon 2050, nous attendons encore 1 milliard d'habitants. Et là, ça fait peur parce que nous voyons bien que les ressources, du point de vue du rythme de leur production, les ressources ne semblent pas suivre. Et même quand elles suivent, du fait de ce que j'ai dit précédemment, la question de l'inégale redistribution, on voit qu'il y a quand même un enjeu. Et ce qui me paraît tout à fait important aussi à souligner,
c'est que dans ce milliard que nous attendons, il y aura 600 millions de jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Okay? Sur, disons, 15 millions par an, sur les 40 prochaines années, ça fait 600 millions de jeunes. Or, il faut savoir que dans nos économies, à l'heure actuelle, nous avons 300 000 jeunes qui rentrent par État à peu près sur le marché du travail, en tout cas qui tentent de rentrer sur le marché du travail. Or, nous avons 50 000 emplois formels en moyenne par État. Donc, vous avez chaque année une cohorte de 250 000 jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et comme vous le savez, donc vous avez des flux, mais des flux annuels qui viennent s'additionner à des stocks, ce qui fait que la situation est potentiellement explosive. Troisième fait stylisé, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, pour moi qui m'intéresse beaucoup à la question agricole, j'ai observé, et beaucoup de spécialistes l'ont également observé, nous avons perdu 20% de notre productivité des sols sur les 40 dernières années. Et en plus des 20% de la productivité que nous avons perdue, nous avons un type de réponse au dérèglement climatique qui est problématique. C'est-à-dire que les populations sahéliennes ont tendance à migrer vers les forêts humides et les mangroves, et les populations côtières, du fait de l'érosion côtière, ont tendance à monter vers l'intérieur des terres. Ce qui fait que les populations sont prises en étau entre celles qui veulent descendre et celles qui veulent monter. Et justement, quand j'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo, et donc en charge de l'étude prospective Vision Togo 2030, j'ai été particulièrement frappé par ce phénomène parce que Lomé, la capitale, hein, qui est une ville côtière, perd 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'avancée de l'océan Atlantique sur les terres. Or, il faut savoir que Lomé, c'est 40% de la population togolaise, mais elle ne représente que 10% de la superficie togolaise. Donc, c'est clair que s'il n'y a pas une politique d'aménagement du territoire, la situation sera rapidement intenable avec l'avancée de l'océan Atlantique sur les terres. Et moi qui vis au Sahel, au Burkina Faso, j'observe à l'inverse qu'il y a de plus en plus de conflits entre les populations nomades et les populations sédentaires du fait de la restriction progressive des couloirs de transhumance. C'est-à-dire que pour répondre à cette baisse de la productivité, les populations paysannes ont tendance à accroître les superficies pour avoir le même niveau de production. Or, beaucoup de ces terres anciennement en jachère servaient de couloir de transhumance aussi pour les éleveurs. Et donc, vous vous retrouvez avec une multiplication de conflits entre éleveurs et sédentaires liés à l'accès aux ressources. Et ces conflits vont forcément se multiplier dans les années à venir si rien n'est fait pour répondre à ce dérèglement climatique. Ce qui fait que c'est vraiment une urgence et je n'ai pas toujours l'impression que les gens se rendent compte de l'urgence climatique. On a souvent tendance à penser que ce sont des problèmes de pays riches, de populations de pays riches. En fait, nous vivons en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ce problème et c'est d'autant plus délicat que ce sont les plus pauvres qui en souffrent le plus parce que ce sont les plus pauvres qui ont le moins de possibilités d'adaptation
par rapport à ce dérèglement climatique. Le quatrième fait stylisé, c'est l'affaiblissement du modèle néolibéral. Il faut savoir que depuis le début des années 1980, on a eu les programmes d'ajustement structurel, et ces programmes d'ajustement structurel sont en fait le paradigme dans lequel nous sommes depuis quasiment un demi-siècle. Et ces programmes sont fondés sur ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et ce consensus de Washington est illustré généralement par 4 principes que je vais rappeler. Le premier principe, c'est qu'il faut des politiques budgétaristes, c'est-à-dire des politiques budgétaires dont l'objectif est l'assainissement des finances publiques. Deuxième élément du consensus de Washington, il faut des politiques monétaires dites monétaristes. C'est-à-dire que le seul objectif de la politique monétaire devrait être la lutte contre l'inflation ou la recherche de la stabilité des prix. Donc, vous avez les deux leviers de la politique économique, politique budgétaire et politique monétaire, qui devraient être orthodoxes, alors même qu'on aurait besoin que ces politiques soient beaucoup plus volontaristes pour créer de la croissance et des emplois. Troisième principe du consensus de Washington, c'est ce qu'on appelle la politique de réduction des coûts de production, en particulier le coût du travail, donc le salaire. Il faut que les salaires soient les plus bas possibles pour que les économies soient compétitives. Voilà. Et enfin, quatrième et dernier principe, c'est un ensemble de réformes structurelles illustrées par la libéralisation de l'économie et la privatisation des sociétés publiques ou des entreprises publiques. Et donc, ces 4 éléments constituent ce que l'économiste américain John Williamson a appelé le consensus de Washington, ce que nous appelons aussi les politiques dites de désinflation compétitive. Et donc, au fond, ce cadre, c'est un cadre qui est en contradiction clairement avec les impératifs de développement, dans la mesure où, quand vous avez en tête ce que je viens de dire à propos de la forte croissance démographique, donc de la forte demande des populations en matière de santé, d'éducation, d'emploi, d'activité, on voit que les leviers de la politique économique, tels que conçus par le consensus de Washington, sont clairement en contradiction. Et donc, vous avez des sociétés, des économies qui fonctionnent en mode de pilotage automatique, et vous avez en face des instruments qui ne paraissent pas adaptés au fonctionnement de ces sociétés, de ces économies. Et donc, c'est quelque chose qui moi, m'a frappé depuis une bonne vingtaine d'années, c'est l'inadéquation entre le cadre macroéconomique et les enjeux, en tout cas les enjeux de solutions de politique publique. Et il y a 2 éléments qui me paraissent fondamentaux et qui rendent encore plus difficile, au fond, l'adéquation entre le cadre et les problèmes que ce cadre est censé nous aider à résoudre, c'est qu'il y a 2 éléments très forts des politiques néolibérales qui ne sont pas dans les faits réalisés. Le premier élément, c'est la flexibilité des prix. C'est-à-dire que dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, dans le cadre du consensus de Washington, et dans un cadre plus général des politiques néolibérales, la flexibilité des prix est le mantra.
ce sont les prix qui sont les indicateurs de rareté relative et ce sont ces prix dont la flexibilité peut permettre de réguler l'économie. Or, on se rend compte que nous n'avons pas affaire dans notre monde à des marchés de concurrence pure et parfaite, nous avons affaire à des monopoles. Et donc, ces monopoles, en fait, fixent des prix qui sont supérieurs aux prix de concurrence. Et donc, ces prix de monopole ne permettent absolument pas les ajustements que promettent les modèles néolibéraux. Mais au-delà de la question de la flexibilité des prix, qui n'est absolument pas garantie, vous avez la question de la mobilité des facteurs de production. Bon, vous savez, nous avons deux facteurs de production en général, le capital et le travail. Les capitaux font plusieurs fois le tour de la planète en une journée, mais le travail n'est pas mobile. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter aujourd'hui, si vous le voulez, le Cameroun pour vous installer en France, aux États-Unis ou au Canada. Vous aurez besoin de visa. Or, dans le modèle néolibéral, c'est la mobilité des facteurs qui permet de dire qu'un agent économique est rationnel. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à survivre au Togo, si je suis un agent économique rationnel, ce que promeut la théorie, je devrais migrer pour aller dans un pays où je vais mieux vivre. Et donc, quelqu'un qui ne migrerait pas, alors qu'il n'est pas bien là où il vit, du point de vue de la théorie économique orthodoxe, c'est quelqu'un qui n'est pas rationnel. Voilà. Et donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un décalage, pour ne pas dire une contradiction, entre un socle théorique qui irrigue tout le discours auquel nous sommes soumis depuis quasiment un demi-siècle et, au fond, la formidable hypocrisie de ceux qui sont censés mettre en œuvre ce modèle théorique et qui créent des barrières à l'ajustement par les prix via les monopoles, mais aussi par les quantités via le blocage des mouvements de population. Et donc, on voit bien que ce modèle nous conduit à une impasse. Et c'est pour ça qu'il me semble fondamental, qu'il me semble urgent que nous puissions construire tous ensemble un modèle alternatif pour répondre justement aux défis que j'ai exposés tout à l'heure. Et donc, je vais passer à la deuxième partie de mon propos autour des heuristiques, au fond, qui peuvent nous permettre de construire ce modèle alternatif. Et j'en ai identifié 5. Alors, le premier point qui me paraît fondamental, c'est la remise en cause du dogme néolibéral. Il faut absolument promouvoir un protectionnisme qui me paraît fondamental pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a une disproportion flagrante entre les productivités. Je donne l'exemple d'un producteur de riz de Casamance au Sénégal et un producteur de riz de Louisiane aux États-Unis. Il faut savoir que quand ces deux producteurs travaillent pendant 1 heure, le producteur américain produit 400 fois plus que le producteur sénégalais. Mais il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Il en a beaucoup moins. Ce qui fait que dans notre jargon d'économiste, nous on dit que le producteur américain, il fait des économies d'échelle. Donc, quand vous mettez sur le même marché le producteur de riz américain et le producteur de riz sénégalais, le producteur de riz sénégalais disparaît parce qu'il ne pourra pas supporter les prix que le producteur de riz américain va mettre sur le marché du fait des économies d'échelle que lui peut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le producteur de riz sénégalais
va voir que ses coûts de production seront supérieurs au prix de vente de son riz. Et donc, il doit fermer boutique. Et à ce moment-là, s'il est rationnel, il devrait s'installer dans la banlieue parisienne, dans la mesure où il ne peut pas survivre avec cette concurrence mondiale entre des économies qui ont des écarts de productivité qui vont de 1 à 400. Donc, si ces travaux vous intéressent, dans le cadre du CIRAD, avec des collègues, sous l'égide d'un économiste du CIRAD, Bruno Loche, on a travaillé longuement avec beaucoup d'exemples sur les impacts structurels de la libéralisation. Mais il y a un deuxième élément qui fait qu'il faut absolument qu'on protège les marchés africains de la concurrence mondiale, c'est que les pays riches arrivent en plus à subventionner leurs producteurs, ce que ne font pas les pays africains. Donc, vous avez déjà des écarts de productivité très importants, mais vous avez en plus des États riches qui virent directement sur les comptes bancaires de leurs producteurs des subventions. Et il faut savoir, par exemple, qu'entre un producteur de riz américain et un producteur de riz de la Tanzanie, vous avez 820 fois plus de subventions pour le producteur américain que le producteur tanzanien. Vous voyez? Donc, moi, j'ai fait partie dans les années 2003 jusqu'à 2006 de ceux qui se sont battus dans le cadre de l'initiative coton à l'Organisation mondiale du commerce pour sauver les filières cotonnières africaines parce que justement, les Américains subventionnaient massivement leurs cotonculteurs, ce que n'arrivaient pas à faire les États africains. Et donc, même dans une situation où, a priori, les producteurs africains semblaient compétitifs sur le coton, sur le marché mondial, on ne tient pas parce que nos concurrents directs, que sont les États-Unis et l'Union européenne, ont des systèmes de subvention qui rendent toute compétition inéquitable, de toute façon. Donc, c'est pour ça, au fond, que je plaide pour un protectionnisme pour le système productif africain, de sorte que nous puissions progresser dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et c'est une vieille idée qui reste toujours, me semble-t-il, pertinente. Elle nous vient de Friedrich List, un des pères de l'école historique allemande, hein, qui observait au XIXe siècle que l'industrie allemande n'arrivait pas à tenir face à l'industrie anglaise, parce que l'industrie allemande était toujours dans la zone de coût fixe, alors que l'industrie anglaise était déjà dans la zone de coût variable. Et quand vous êtes dans la zone de coût variable, votre coût marginal, il est quasiment nul. Et donc, Friedrich List plaidait pour que l'industrie allemande fût protégée par rapport aux produits anglais. Et donc, vous voyez que plus d'un siècle plus tard, c'est assez intéressant d'observer au fond que ceux qui voulaient se protéger il y a plus d'un siècle sont aujourd'hui parmi les plus compétitifs au monde. Donc, ce qu'on appelle le protectionnisme éducateur, c'est vraiment cette idée de permettre aux facteurs de production dans les pays en développement de prendre suffisamment de poids et afin de soutenir la concurrence internationale. C'est ce qu'ont fait exactement les Asiatiques dans leur concurrence par rapport aux pays développés, économie de marché. Alors, il y a un autre élément qui me paraît fondamental, c'est un protectionnisme qu'on pourrait qualifier d'écologique. C'est-à-dire que
vous avez, dans ma lecture des choses, un double protectionnisme, un protectionnisme à double visée, un protectionnisme productif, dont je viens de parler, mais il y a aussi un protectionnisme écologique qui vient d'un principe simple, c'est que l'Afrique rend de nombreux services écosystémiques au reste du monde, pour lesquels elle n'est pas rétribuée. Et donc, c'est mon deuxième point dans les solutions. Or, nous n'émettons que 4% de gaz à effet de serre, okay, alors que nous constituons 17% de la population mondiale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si nous faisons un calcul rapide, l'Afrique devrait émettre 17% des gaz à effet de serre, puisque nous constituons 17% de la population mondiale. Mais si en plus nous considérons que depuis les 3-4 derniers siècles, c'est l'Occident qui a pollué le monde et pas du tout l'Afrique, l'Afrique devrait être autorisée à émettre plus que 17% de gaz à effet de serre, dans une optique de rattrapage. Mais vous conviendrez avec moi que si on pousse ce raisonnement au bout, notre planète ne pourrait pas être habitable. Et donc, il faut monnayer la contrepartie liée au renoncement ou à la renonciation à exploiter nos biens écosystémiques. Et donc, ce que nous demandons au reste du monde, ce n'est pas l'aumône, c'est simplement une reconnaissance du fait que nous rendons des services écosystémiques au reste du monde qui ne sont pas rétribués et qui devraient l'être. Parce que notre forêt du bassin du Congo est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Et si nous décidions de surexploiter cette forêt du bassin du Congo, et c'est toute la planète qui ne tiendrait pas le coup. Donc, ce qu'on appelle, et là je reprends l'expression du politiste français Bertrand Badi, la solidarité rationnelle, c'est l'impératif de rendre à l'Afrique ce qu'elle refuse à dessein d'exploiter parce que, contrairement aux autres continents, elle a en tête l'idée de l'impératif de l'habitabilité de notre planète. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental et qui devrait être mobilisé. Le président Macron a lancé l'initiative pour les peuples et la planète. Je crois que c'est le moment pour nous, Africains, de plaider pour la mise en place d'un fonds écologique et social qui répond un peu aux principes que je viens d'indiquer. La troisième solution qui me paraît importante, qui ne vous étonnera pas vu mon fort tropisme pour l'agriculture, c'est l'intensification agroécologique des systèmes de production. Et cette intensification agroécologique des systèmes de production me paraît quelque chose de fondamental parce que avec la guerre russo-ukrainienne, on s'est rendu compte que l'Afrique était fortement dépendante des intrants du reste du monde. Je vous donne l'exemple de la potasse qui était à 200 $ la tonne avant le début de l'invasion russe en Ukraine et qui est passé brutalement à 840 $ la tonne, c'est-à-dire une multiplication par plus de 4 en quelques mois. Et ça, aucun de nos paysans n'était outillé pour acheter la potasse à ces prix-là. Et même les budgets de nos États, avec leur meilleure volonté en termes de subventions aux engrais, étaient incapables d'assurer de tels niveaux de coûts d'intrants. Et donc, on voit bien
qu'il faut mettre l'accent sur les savoirs endogènes africains, les savoirs traditionnels africains, et inciter à une meilleure symbiose entre les céréales et un certain nombre de protéines végétales, parce que l'intérêt de ces protéines végétales, c'est d'arriver à stocker la biomasse via l'énergie du soleil et l'azote de l'air, et donc à mieux fertiliser ces céréales et en même temps séquestrer le carbone. Donc, il y a tout un champ de recherche autour de l'intensification agroécologique des systèmes de production qu'il faut que nous mettions en marche, en tout cas que nous accélérions ce processus. Nous, à la commission de l'UEMOA, dans le cadre de notre agenda 2020-2025, nous avons au cœur la promotion de l'agriculture durable. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et en plus, avec la pandémie de Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'un continent qui dépend du reste du monde pour son approvisionnement prenait des risques inconsidérés. Et ce qui a sauvé l'Afrique pendant la pandémie de Covid, ce sont les circuits courts, la petite agriculture maraîchère, l'utilisation d'un certain nombre de pratiques endogènes. Et aujourd'hui, nous avons en Afrique ce que nous appelons l'initiative riz, pour que nous dépendions beaucoup moins du riz thaïlandais, indonésien, et que nous produisions le riz dont nous avons besoin. Donc, il y a, me semble-t-il, ici, une symbiose entre l'écologie et l'agriculture. Vous savez que souvent, on oppose les deux, mais ce que moi j'appelle une ruralité enviable passe par la construction et l'accélération de symbiose entre l'agriculture et l'écologie. Ça me paraît vraiment fondamental. Alors, la troisième piste de solution, c'est faire confiance à la gouvernance endogène. Et c'est là où je reviens sur la question des communs que Guy a évoquée au début de notre conversation, et je le remercie pour cela. C'est, au fond, mobiliser ce que nous avons de plus riche en Afrique, c'est-à-dire cette capacité à préserver les ressources. Donc, les communs, pour faire vite, sont des ressources que nous avons en partage, hein, des ressources matérielles ou symboliques ou immatérielles que nous avons en partage, mais dont l'utilisation non régulée peut engendrer l'épuisement. Et dans la logique néoclassique qui était au cœur de mon discours au début, vous voyez que on se dit, si un bien n'appartient pas à l'État ou à un individu, eh bien, personne ne pourra s'en occuper et ce bien risque l'épuisement. C'est ce qu'on a appelé la tragédie des communs, issue d'un article célèbre d'un écologue américain, Garrett Hardin, en 1968, qui disait les biens qui ne sont ni la propriété de l'État ni la propriété privée sont au fond condamnés à disparaître parce que tout le monde aura tendance à surexploiter ces biens. Mais ce que nous observons et ce que Madame Elinor Ostrom a observé, c'est qu'il y a beaucoup de biens sur cette planète qui n'appartiennent ni aux États ni aux individus et qui sont collectivement gérés par des communautés. Et au fond, c'est ce qui va lui donner le prix Nobel d'économie en 2009, c'est le fait de montrer qu'il y a deux éléments fondamentaux dans ces biens dits biens communs qui peuvent être au cœur d'un renouvellement paradigmatique dans la gestion mondiale. Et ces deux éléments qui me paraissent intéressants,
c'est d'abord la gouvernance polycentrique, le fait de dire qu'il faut raisonner à partir de la base, il faut fonder le développement sur les collectivités territoriales et pas simplement l'État jacobin. Donc, arriver à construire une intelligence collective au niveau des différentes échelles, mais également arriver à utiliser ce qu'on appelle les faisceaux de droit, c'est-à-dire la propriété n'est pas forcément soit privée, soit publique. Il peut y avoir des faisceaux de droit. Et je sais que les Africains qui nous écoutent cet après-midi savent très bien que dans le foncier, par exemple, vous avez au minimum 5 droits pour des individus. Vous avez le droit d'accès, vous avez le droit de prélèvement, vous avez le droit de gestion, vous avez le droit d'exclusion et vous avez le droit d'aliénation. Et vous savez que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont tous ces droits. Il y a des gens qui auront juste le droit de passage. Tout à l'heure, je parlais des populations nomades qui passent via les couloirs de transhumance. La terre ne leur appartient pas, ils ont juste un droit de passage. Mais vous aurez des gens qui auront, eux, non seulement le droit de passage, mais le droit de prélever les ressources de la terre. Vous aurez des gens qui auront le droit de cultiver cette terre. Vous aurez des gens qui auront le droit d'arriver à vendre cette terre. Et ce ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, c'est intéressant de ramener cette question des faisceaux de droit qu'Elinor Ostrom a emprunté à un institutionnaliste américain bien connu, John Commons. C'est intéressant parce que dans les débats que nous avons avec la Banque mondiale nous dit qu'il faut des titres fonciers individuels. Et on voit tous les problèmes liés à ces titres fonciers individuels parce que ce sont des sociétés qui fonctionnent sur une logique qui n'est pas une logique individualiste, mais une logique de commun, et donc une logique de faisceau de droit. Et donc, comment pouvons-nous, en nous appuyant sur ces modalités endogènes de gestion de nos ressources, assumer complètement notre modernité? Ça me paraît fondamental, et c'est pour ça que je trouve que l'approche par les communs nous permet d'avoir des éléments de réflexion à défaut d'avoir des solutions toutes trouvées. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de réinvention des communs. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Ensuite, un élément qui me paraît fondamental et sur lequel je vais finir mon propos, toujours dans les solutions, c'est ce que j'appelle sortir de la superposition des discours afin de rendre cohérentes nos politiques publiques. Ce que j'appelle la superposition des discours, c'est que j'ai observé de la part de nos dirigeants, j'en fais partie, que le discours macroéconomique que nous tenons dans les enceintes internationales reste un discours néolibéral. C'est exactement ce que j'ai dit au début de mon propos, fondé sur le consensus de Washington. Donc, si vous suivez les discours de nos dirigeants lorsqu'ils échangent avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, vous allez voir qu'on va toujours parler d'assainissement des finances publiques et de politique monétaire qui cherche la stabilité des prix. C'est le discours macroéconomique, très orthodoxe. Mais quand vous descendez d'un cran, quand vous allez vers le discours sectoriel, qu'on appelle le discours mésoéconomique, vous allez voir que ce n'est plus du tout un discours néolibéral, mais c'est un discours néo-mercantiliste. C'est-à-dire que c'est un discours qui va opter pour le protectionnisme
vis-à-vis des importations et un discours qui va vouloir qu'on soit beaucoup plus compétitif à l'export. C'est-à-dire que c'est un discours asiatique, ce qu'on pourrait qualifier de consensus de Pékin. Ce qui fait que dans nos échanges avec les dirigeants asiatiques, nous disons toujours, nous voulons sortir de l'insertion primaire au sein du commerce international. Donc, nous voulons transformer sur place nos matières premières, comme vous le faites si bien en Asie, et nous voulons augmenter notre part de marché à l'international. Or, vous voyez bien que ce discours sectoriel, ce discours mésoéconomique, ce discours autour de l'émergence africaine, il est en totale contradiction avec le discours macroéconomique, puisqu'un des éléments clés du discours macroéconomique, c'est le libre-échange, le laisser-faire, le laisser-passer. Et donc, c'est totalement en contradiction avec l'idée de la protection, qui est au cœur du néo-mercantilisme. Et enfin, quand vous descendez encore plus bas au niveau du discours microéconomique, vous observez que là, le discours il devient onusien, fondé sur l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD, avec l'idée qu'il faut un travail décent et beaucoup de protection des droits humains. Mais vous observez que les pays qui se sont industrialisés n'ont absolument pas respecté les droits humains fondamentaux, par exemple le travail des enfants. Vous voyez? Et donc, ça, c'est le discours que nous tenons à New York aux Nations Unies. Et donc, il me semble qu'il y a un enjeu fondamental, c'est la mise en cohérence de ces trois niveaux de discours. Parce que ce que cette superposition des discours traduit, c'est au fond un continent qui n'est pas souverain, c'est-à-dire un continent qui a un discours par rapport à son bailleur de fonds du moment. Et vous avez autant de bailleurs de fonds que de discours. Et donc, l'enjeu de la souveraineté africaine, en tout cas un des enjeux, c'est aussi la construction de politiques publiques cohérentes fondées sur une vision stratégique qui pourrait être acceptée par toutes les filles et tous les fils du continent. Et donc, ce que je pourrais dire pour conclure, et avant d'ouvrir les échanges, c'est qu'il me semble que nous devons absolument sortir de ce que moi j'appelle l'empire postcolonial et de son diptyque mortifère, à savoir un modèle extractiviste, c'est-à-dire on surexploite nos matières premières, agricoles, non agricoles, et même celles qui sont liées à nos écosystèmes naturels. Et au fond, on reproduit un modèle qui était le modèle colonial. Il faut sortir de ça. Il faut sortir également de ce néolibéralisme dont on voit à l'heure actuelle les limites. Et au contraire, construire à partir des communs un modèle écologique et social qui serait un modèle de prospérité partagée beaucoup plus équitable, avec une forte légitimité démocratique et une grande durabilité environnementale. Donc, voilà un peu où j'en suis dans mes réflexions. Et donc, vous êtes tous conviés à la construction de cette alternative, de ce modèle écologique et social qui pourrait, me semble-t-il, être plus porteur pour notre continent que le modèle dans lequel nous sommes depuis quasiment un demi-siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kako.
pour cette intervention et dans les délais parfaits, pile 45 minutes. Merci beaucoup pour la gestion du temps. Guy, est-ce que tu es bien avec nous, avec toujours la bonne connexion de tout à l'heure pour assurer la phase de synthèse et de questions? Ah, super. Oui, cool, je suis là, Colline. Je te laisse prendre le relais, Guy, alors. D'accord. Ça va, tu m'entends? Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, cool. Alors, merci au professeur pour cette brillante conférence. J'avoue que je ne voudrais vraiment pas que la conférence prenne fin maintenant, mais bon, peut-être qu'on aura d'autres espaces de discussion et d'échange avec le professeur. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir partager, et je le réaffirme, ce plaisir. Alors, professeur, moi, pour résumer ce que vous avez donné ce soir comme conférence, en réalité, votre démarche, alors à tout le monde, la démarche donc, du conférencier a consisté à partir de 4 constats. Et mis en évidence, il a été question de 4 éléments que j'aimerais énumérer ici. Le procès est parti d'abord du constat que l'Afrique représente aujourd'hui le continent le plus inégalitaire du monde. Et en deuxième élément, les bouleversements démographiques actuels et à venir. Et en troisième, il a mis en évidence le dérèglement agricole. Et en quatrième, le programme néostructurel. Et donc, en portant ce regard critique sur le continent, bien entendu, il ne s'agit pas pour le conférencier de faire l'apologie de la mauvaise gestion en Afrique. On ne peut qu'être en accord avec l'idée selon laquelle on est en droit de se projeter et imaginer des futurs alternatives en Afrique. Et donc, pour ce faire, l'auteur a proposé des modèles de ce type d'alternatives. Et donc, avec un positionnement alternatif souple, parfois nettement radical, voire plus radical comparé à d'autres, M. Kako Noboko en a proposé 3 sous forme de plaidoyer. Premier plaidoyer, il faut un double protectionnisme productif et écologique, selon ses mots, une intensification agroécologique des systèmes de production et tenu compte de la gouvernance endogène. Alors, pour en arriver à la réalisation, quelles propositions selon le conférencier? Alors, pour le conférencier, M. Kako Nobopo, l'on peut puiser dans les communs. De quoi s'agit-il? Commun désigne un ensemble, selon ma lecture, il me semble, un ensemble de pratiques instituantes associant autour de la gestion d'une ou de plusieurs ressources collectives, des acteurs se donnant ou héritant des principes de gestion collective. Et donc, le caractère autogouverné des organisations qui fonctionnent selon ces principes leur permet de se déployer, selon le conférencier du jour, en autonomie à l'égard de la logique dominante de l'État. Et donc, un célèbre article de Pierre Chakemono, en résumant ce propos du professeur, nous propose l'équation suivante. Commun est égal à une ressource naturelle ou intellectuelle, plus une communauté, plus des règles d'usage, plus un mode de gouvernance. Voilà en bref le propos du conférencier d'aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir que je pose ma préoccupation. Colline, si tu me le permets. Bien sûr, oui, vas-y. Alors, peut-être que c'est ici que se trouve ma préoccupation. Cher professeur, il me semble que les communs sont en réalité aussi vieux que l'humanité et aussi modernes que Google. Je veux parler. Ah, il semblerait qu'on ait perdu Guy sur sa question qui commençait bien. Ah, Guy, À si tu es montrer, avec nous, vous m'entendez? est-ce que tu... Jacquemot, Oui, il faut que tu recommences ta question depuis Pierre le Jacquemot, début, s'il te plaît. ouais, peut-être que il me semble que les communs sont en réalité aussi vieux que l'humanité, comme je le disais. Et je veux dire que Pierre Jacquemot souligne que Elinor Ostrom, lauréat du prix Nobel d'économie en 2009, a montré qu'il existe des collectivités qui gèrent des communs de manière économiquement optimale, et cela depuis très longtemps. En droit humain, par exemple, les res communes désignaient une chose qui, de par sa nature, ne peut être qu'appropriée. Et donc, elle appartient à tout le monde, à tous les citoyens, et de ce fait, est accessible et utilisable à tous. Alors moi, j'aimerais poser la question au professeur. Aujourd'hui, en Afrique, où se trouvent les communs? Où trouver les communs? Comment puiser dans les communs? Voilà ma préoccupation. Après, on pourra passer aux participants du jour. Où se trouvent les communs en Afrique? Merci beaucoup, cher Guy. En fait, vous avez beaucoup de communs dans la mesure où vous avez une double défaillance en général en Afrique, défaillance de l'État et défaillance du marché. Et or, c'est vraiment
pour moi, ce qui caractérise aujourd'hui l'économie africaine, vous avez des États qui n'assument pas leurs fonctions régaliennes et vous avez un marché qui n'assure pas non plus ses fonctions, notamment la disposition de l'information. Et donc, et je salue Pierre Jacquemot, par exemple, qui s'est beaucoup intéressé au phénomène d'adduction d'eau potable dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui est un exemple de commun parce que ce sont les populations, les citoyens eux-mêmes du quartier qui s'organisent pour gérer ce bien. Vous voyez? Et comme vous l'avez si bien dit également, les communs, ils ne sont pas forcément matériels, ils peuvent être immatériels. Le numérique, c'est un commun, lorsqu'on parle des biens communs numériques, euh, lorsque vous avez des MOOC donc, qui vous permettent d'accéder à des cours en ligne, ce sont des communs. Donc, ce qui est fondamental, à mon avis, c'est essayer de trouver l'endogène parce que nos États sont pour la plupart des États dits importés. Okay? Ce sont des produits du fait colonial pour l'essentiel. Et vous avez des sociétés qui ont produit depuis des millénaires des modes de régulation endogènes. Et l'enjeu, c'est comment articuler cette modernité qui normalement devrait être incarnée par l'État et des modalités de gouvernance beaucoup plus traditionnelles et toujours dans l'idée d'une prospérité partagée par les populations. C'est pour ça qu'il faut identifier les modalités d'action collective qui permettent cette prospérité partagée, les amplifier et réduire, pour ne pas dire annihiler, des modalités d'action collective qui, de toute évidence, nous amènent plus vers la prédation ou la perpétuation de logiques rentières. Donc, je crois que avec notre ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer, avec Stéphanie Léronas de l'Agence française de développement et Benjamin Correa de l'Université Paris-Nord, il y a beaucoup d'exemples de communs dans cet ouvrage que nous avons eu plaisir à co-gérer, à coéditer. Mais c'est clair que c'est un champ de recherche qui n'est pas nouveau, mais qui, me semble-t-il, a une acuité particulière, beaucoup plus que dans le monde occidental, parce que quand vous étudiez les communs dans le monde occidental, vous avez l'impression que c'est souvent l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à côté de l'État. Mais en Afrique, ce que moi j'appelle la macroéconomie des communs, c'est que vous n'avez pas un État qui fonctionne, vous n'avez pas un marché qui fonctionne, et donc les communs peuvent être au cœur d'un nouveau mode de production, avec ce que ça induit lorsqu'on parle de mode de production, c'est-à-dire les 5 éléments d'un mode de production. Et je pense que c'est important en termes de programme de recherche, c'est-à-dire identifier les forces productives, les rapports sociaux de production, les régimes d'accumulation, les formes institutionnelles, les modes de régulation. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental et donc je nous invite tous à creuser le sillon des communs. Merci beaucoup, cher Guy. Merci, Kako. Pour les d'autres questions vont pouvoir suivre. Ce que je vous propose, c'est de les écrire dans la barre de conversation ou bien dans la barre du haut de votre Teams, vous avez une option lever la main. Voilà, et comme ça, on peut vous donner la parole en ouvrant spécifiquement votre micro. Et Guy, je te laisse reprendre la main sur la modération, si tu veux.
tu le fais tellement brillamment, Colline. Bon, on va le faire ensemble, pas de problème. J'ai déjà accès à la barre de conversation. On va recueillir les préoccupations ensemble et on va les suggérer aux professeurs par ordre de personnes qui auront proposé ça. Alors, moi, je suis attentivement la barre de conversation. Pour l'instant, je ne vois pas si j'ai un doigt levé. Oui, alors je vous donne la parole, Serge Michael. Vous pouvez désormais ouvrir votre micro et vous exprimer. Colline, un instant, s'il te plaît. J'aimerais savoir la convenance du prof. On les fait question par question ou on recueille les questions et il décide de les répondre ensemble? Peut-être que ça va être plus simple, question par question. D'accord. Mais voilà, ça dépend. S'il n'y a pas beaucoup de questions, il vaut mieux les faire question par question. Et s'il y a beaucoup de questions, on peut les regrouper aussi. Donc vraiment, à votre convenance. OK. Merci. Et on commence par Serge Michael. Vous pouvez ouvrir votre micro et normalement, on vous entend. Merci, professeur, pour votre intervention. Votre intervention rentre vraiment en ligne de mire avec l'ouvrage de Daniel Tanoro sur l'impossible capitalisme vert. Et vu votre démarche, votre démarche sur la souveraineté et l'écologie, j'aimerais vraiment savoir, vu que les discours maintenant des pays africains sont alignés sur les discours des bailleurs, donc j'aimerais savoir quel rapport, bien quelle perspective pouvons-nous entrevoir dans dans ce jeu d'intérêt. Comment est-ce que nous pouvons nous positionner ou comment est-ce que nous pouvons agir en tant qu'Africains, en tant qu'intellectuels? Donc, c'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. C'est une préoccupation vraiment légitime. Et c'est là où je crois que la question de la délibération collective est fondamentale. C'est-à-dire que on voit bien que le mode actuel de gouvernance dans nos pays, qui est un mode plutôt vertical, où il y aurait des sachants tout en haut et puis le peuple qui n'y comprendrait rien tout en bas, on voit que ce mode de gouvernance ne peut pas apporter cette prospérité partagée. Et donc, il faut interroger beaucoup plus les populations à la base sur sur leurs préoccupations et voir comment apporter dès la base les services. Vous voyez? Et ça, c'est le cœur me semble-t-il, hein, c'est le cœur du processus de développement de l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire sortir d'une forme d'extraversion qui est issue, au fond, de notre rapport aux autres, qui est un rapport séculaire, et peut-être s'intéresser beaucoup plus à nos populations. Et ça renvoie à tout le travail que nous devons faire de proximité. Et dans un de mes ouvrages paru en 2011 intitulé L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest, je disais justement que à partir du moment où les dirigeants estiment que leur légitimité leur provient de l'onction donnée par le reste du monde, c'est difficile pour ces dirigeants de tenir compte des préoccupations de leur population. Et donc, il faudrait que dans les modalités d'accès au pouvoir et dans les modalités de gestion du pouvoir, la part de la légitimité endogène puisse progresser comparativement à la part qui vient de la légitimité exogène. Ok, mais vraiment merci pour vraiment vos éclaircies. Vraiment, j'ai vraiment la réponse à ma question. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci okay, à vous. Merci à vous.
Alors, Colline, je vois une autre main levée. Tu arrives à... C'est bon pour vous, Maurice, la parole est à vous. Alors, bonsoir, professeur. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. J'ai pratiquement aimé les différentes solutions que vous proposez. Moi, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est plus sur l'ordre climatique, l'aspect adaptation. Selon vous, quelle adaptation des populations, surtout comme vous l'avez signifié dans vos différents propos de tout à l'heure, quelle adaptation les politiques publiques doivent prendre en compte pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique, surtout lorsque nous voyons que ces effets-là touchent les populations les plus vulnérables, qui sont pour la plupart exclues des pouvoirs de décision lorsqu'il s'agit des propositions d'adaptation. Quelles sont les solutions que les gouvernances de nos différents pays peuvent mettre en place pour prendre en compte les décisions des populations les plus vulnérables, surtout sur l'aspect adaptation climatique? Merci beaucoup pour votre question qui est très importante et qui me permet de compléter mon propos. Et vous l'avez bien dit, moi je pense que la question de l'adaptation est moins une question technique qu'une question politique. Et ça revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, à la fois des couloirs de transhumance et même du travail de la vision Togo 2030, où on a observé que l'océan prenait 5 à 10 mètres chaque année. Ce qu'il faut, c'est de vraies politiques d'aménagement du territoire. Et il y a un travail que nous réalisons actuellement à la commission de l'UEMOA qui s'appelle le projet WACA sur la résilience des populations justement face à l'érosion côtière, où en concertation avec les États, nous mettons en place des travaux pour protéger justement les populations riveraines et nous mettons en place des plans de réinstallation des populations justement pour qu'elles s'éloignent de la côte, en tout cas des parties les plus dangereuses des côtes ouest africaines. Et il y a 9 États qui sont maintenant dans ce projet WACA qui va de la Mauritanie jusqu'à Sao Tomé et Principe. Et c'est clair que on ne sera jamais de trop pour faire ce travail d'adaptation, mais il faut des États qui pensent l'intérêt général et le bien commun. Il faut des systèmes de gouvernance qui arrivent à identifier les solutions, parce que ça ne peut pas être des solutions taille unique, comme les programmes d'ajustement structurel, mais ça va être des solutions localisées et avec une intelligence collective qu'il faut aller chercher à la base. Donc, c'est vraiment une révolution. Mais malheureusement, si nous gardons les types de gouvernance que nous observons à l'heure actuelle, il y a des chances que nous passions à côté de l'adaptation. C'est sûr que chacun de nos États a proposé ce qu'on appelle les CDN, les contributions déterminées au niveau national. Mais pour moi, il ne faut pas que ça reste un exercice bureaucratique. Il faut que ça puisse se traduire concrètement sur le terrain par des propositions de changement. Merci beaucoup. Je vois de main levée encore. Colline, on en prend? Oui, bah, je pense qu'on a encore le temps, donc ne nous privons pas. La troisième pour Amavi, qui était la deuxième main levée, et ensuite j'ouvrirai votre micro, Samira. Et merci, merci Mickaël pour votre intervention. Levez la main. Amavi, vous pouvez allumer votre micro et vous exprimer. Alors, on ne vous entend pas.
je vous laisse encore une petite chance de réessayer ce point-là. Et sinon, on passera plutôt à Samira. Et à ma vie, je vous invite à écrire votre question dans le chat si vous n'arrivez pas à vous connecter. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Oui, très bien. Je vous remercie Merci. infiniment. Merci beaucoup, professeur Kako. Je suis Robert Madi, chercheur associé au laboratoire CERNEF, Normandie Université. Merci infiniment pour cette intervention. Et il me semble d'ailleurs qu'il serait utile que ce genre d'opération se renouvelle. C'est très instructif. Et je vous en remercie. Simplement pour ajouter à tout ce que vous venez de dire, la seule chose, c'est que les éléments que vous apportez et qui sont parfaitement justes et sur lesquels il faut qu'on travaille, restent néanmoins, et c'est normal, très, j'allais dire, d'inspiration ou en tout cas de paradigme économique. Et c'est normal. Et il me semble que précisément, ce à quoi vous vouliez que nous tendions, c'est d'aller vers des communs autrement que d'inspiration économique. Alors, et c'est vraiment ce sur quoi je crois qu'il faut absolument aller. Par exemple, l'idée, j'ai publié il n'y a pas très longtemps un article qui fait de la question de la professionnalisation des offres de formation en Afrique une priorité. Et que vous disiez tout à l'heure qu'idéalement, il faudrait même installer cela en lieu et place des politiques économiques et monétaires. C'est-à-dire faire de l'éducation notre commun prioritaire, en particulier en Afrique. Et je compte vraiment sur nos échanges futurs pour que, ensemble, on puisse faire valider ce projet-là, parce que c'est vraiment, comment je peux dire, la question du changement de paradigme est essentielle. Et je pense, enfin, je compte sur vous pour qu'on puisse y parvenir ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous avez parfaitement raison. Et je crois que c'est le lieu de remercier la Fondation de l'innovation pour la démocratie, parce que justement, cette fondation nous permet d'avoir ce dialogue pluridisciplinaire. Tout à fait. Et ce que vous dites est tellement fondamental, c'est-à-dire que moi, je me rends compte des limites d'une lecture exclusivement économique des enjeux. Et avec les communs, on voit qu'il y a toute cette dimension de richesse humaine que l'économie a vidé petit à petit de sa substance, en fait, exact. En ramenant l'être humain à un simple homo economicus, quoi. Voilà. Et pour moi, les concepts comme l'Ubuntu, pour parler de l'Afrique, par exemple, sont des concepts que nous devons creuser beaucoup plus pour voir quel type d'économie nous pourrions proposer pour dépasser ce système voilà, néolibéral que moi je trouve appauvrissant. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous remercier pour votre commentaire. Merci à vous. Merci infiniment. En tout cas, je reste totalement disponible pour ces échanges-là qui sont vraiment très enrichissants. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Je vais donner la parole à Samira, qui était la troisième main levée. Et après, Guy, peut-être qu'on pourrait lire quelques-unes des nombreuses questions qui nous attendent en conversation. Alors, il nous reste normalement 5 minutes d'intervention. Est-ce que, Kako, vous êtes d'accord pour rester 10 minutes au-delà du délai pour qu'on puisse traiter encore quelques questions? Oui, On en bien a sûr. plein. On a un certain Wester Mombo qui avait levé la main également. Oui, oui, mais c'est qu'il y a beaucoup de questions écrites aussi. Donc, je commence par la question de Samira et ensuite on passe à l'écrit. D'accord. Samira, c'est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, juste activez votre microphone. C'est dans la barre du haut. Alors, je vois que votre micro est actif. Malheureusement, on ne vous entend pas. Bonsoir, on m'entend maintenant. C'est bon. Merci, professeur, pour votre intervention. On a beaucoup appris. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que la notion de commun a un rapport avec la question du gouvernement ouvert? Et aussi, bon, la deuxième question, c'est de savoir comment faire comprendre la notion de commun dans surtout des zones rurales, vu qu'on sait que ce sont des zones qui sont vraiment coupées de certaines grandes villes, mais quand même elles participent en ce qui concerne les élections et tout ça, mais on sait qu'elles ne sont pas vraiment impliquées lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à l'échelle étatique. Donc, j'aimerais savoir comment intégrer ces populations qui sont dans les zones rurales dans la notion du commun. Merci beaucoup. Oui, la réponse à la deuxième question est simple, parce que justement, ces populations fonctionnent déjà sur la base du commun, sur la base des communs, parce que en général, l'État y est absent et le marché, au sens d'un système d'économie de marché, est également absent. C'est-à-dire que si vous observez bien le fonctionnement de ces communautés rurales, vous allez retrouver les trois ingrédients dont parle souvent Karl Polanyi, c'est-à-dire la réciprocité, l'échange et la redistribution. Okay? Vous savez, Karl Polanyi estime qu'il y a deux types de sociétés, des sociétés économie dominées et des sociétés économie dominantes. Dans les sociétés économie dominantes, dit Karl Polanyi, le marché, c'est extrait du reste de la société. Et dans les sociétés économie dominées, le marché n'a pas pris d'autonomie vis-à-vis du reste du social. Et Karl Polanyi estime que les sociétés africaines sont des sociétés encore à économie dominée. Et il identifie trois types de relations donc autour du principe de réciprocité, avec le don et le contre-don, l'échange qui peut être marchand, mais qui peut être aussi non marchand, en particulier les échanges dits cérémoniels, et puis la redistribution. Et par rapport à la redistribution, il estime que ces sociétés sont souvent plus égalitaires que les sociétés capitalistes. Voilà. Donc au fond, il n'y a pas de difficulté à identifier ces populations rurales comme des populations qui articulent plusieurs formes de commun. L'enjeu, c'est de voir comment, dans la quête de modernité, entre guillemets, l'État central, qui reste souvent un État importé, jacobin, arrive à articuler les services publics vers ces populations qui sont souvent des populations à la base. Ça me paraît un élément fondamental
qui nous renvoie quelque part à votre première question autour du gouvernement ouvert, qui est un concept un peu plus nouveau, on va dire, un peu plus neuf, mais avec, et votre intuition est bonne, avec l'idée quand même de la mobilisation, de la transparence, de la redevabilité et quelque part de la disponibilité de l'information. Et de ce point de vue, je crois que l'idée de, comment on appelle, de l'open government, c'est quelque chose qui va dans le sens des communs. On pourrait aussi parler du mouvement des logiciels libres, pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'une minorité ait le monopole, au fond, sur les innovations liées aux nouvelles technologies, mais qu'il faut partager ces innovations gratuitement avec l'ensemble des communautés et ça va inciter aussi de nouvelles formes d'innovation. Un exemple de commun numérique, c'est Wikipédia, le dictionnaire en ligne Wikipédia. Donc, chacun peut alimenter ce dictionnaire en ligne. Donc, il y a cette idée de partage, cette idée de gratuité. Et ça, c'est quelque chose qui fait que les communs ont une modernité qui peut être insoupçonnée lorsqu'on les ramène simplement à des communautés villageoises qui ne seraient pas entrées dans le 21e siècle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos deux questions parce qu'elles sont vraiment très, très pertinentes. Je me demande bien si on s'en sortira, Colline. Les questions ne font que venir et... On va commencer sur ce quart d'heure, ces 10-15 minutes en plus pour pas non plus trop tous se bloquer, mais c'est un bon signe par rapport à l'appétence pour ces sujets. Effectivement, oui. Et je vous remercie tous pour votre participation. Je te laisse lire les questions, Guy. Peut-être qu'on peut essayer deux en même temps, professeur Kakou, si ça vous va. Sauf qu'il y a des participants qui ont à eux seuls 3 à 4 questions dans le même commentaire. Donc, là, je lis le commentaire de Foluke Atikpati. Il nous dit ceci, et je cite, « Afin de sortir de la superposition des discours que vous évoquez, y aurait-il une transition à engager dans la gouvernance et la mise en œuvre des politiques publiques cohérentes que vous soulignez ?» C'est la première question. Ou ce changement doit-il être radical? Deuxième question. La troisième est la suivante, toujours avec le même participant. Dans le cas d'une transition, pensez-vous qu'elle est en marche? Si cette transition n'a pas encore commencé, comment l'envisagez-vous? Colline, je lis la suivante ou... Vous voulez y aller, Kakou, sur celle-ci? Oui. Allons-y. Parce que merci beaucoup, parce que les deux se rejoignent un peu. En fait, les deux préoccupations se rejoignent un peu. Moi, je crois que, justement, il y a deux éléments. Il y a la quête de souveraineté qui me paraît fondamentale si on veut sortir de la superposition des discours. Et il y a deux exemples que je peux donner. Il y a la question alimentaire. Donc, comment produire pour atteindre ce qu'on peut qualifier d'autonomie stratégique. Vous savez que dans le cadre de l'ajustement structurel, on a eu le fameux rapport Berg qui disait au fond, l'Afrique n'a pas besoin d'être autosuffisante sur le plan alimentaire, il lui suffit d'exporter suffisamment pour pouvoir importer son alimentation grâce aux devises obtenues via les exportations. C'est à ce moment qu'on a changé de paradigme. On est passé de l'autosuffisance alimentaire, qui était le mantra des années d'indépendance,
au concept de sécurité alimentaire, qui était plutôt le mantra des années de l'ajustement structurel. Et après la crise alimentaire de 2008, la Banque mondiale a fait son mea culpa et puis son aggiornamento en disant « Nous sommes allés trop loin dans l'idée que si vous avez des devises, vous allez importer votre alimentation, donc vous n'avez pas besoin de produire vous-même ce que vous allez consommer. » Donc la Banque mondiale a dit non, vous avez raison de vouloir plus de souveraineté alimentaire. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est plus dans l'idée de produire au moins les biens et services essentiels, quitte à importer les biens et services, entre guillemets, secondaires. Donc, l'agriculture africaine aujourd'hui nourrit, bon an, mal an, 80% de la population africaine. Et donc, il y a quand même 20% qui dépendent des importations. Le prix globalement, après, d'une zone à l'autre, vous pouvez avoir des différences, c'est clair. Donc, moi, je crois que graduellement, il faut saisir toutes les opportunités d'accroître les capacités endogènes qui vont nous permettre de moins dépendre du reste du monde, en fait. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Après, la radicalité n'a de sens que si on a tout de suite des alternatives. Je vous donne un exemple qu'on a connu dans nos discussions sur les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et vous savez qu'il y a des pays comme le Nigeria qui voulaient mettre une bande tarifaire à 50%. Mais on a buté sur la question des médicaments. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas de médicaments, en tout cas pas en quantité et en qualité suffisante, mettre des barrières tarifaires à 50%, ça va renchérir le coût du médicament pour vos populations. Donc, la radicalité, ça n'a de sens que si vous avez tout de suite une alternative crédible. Sinon, de manière graduelle, vous allez plutôt construire une industrie du médicament endogène et progressivement, vous allez moins dépendre de l'importation de médicaments du reste du monde. Donc, il faut vraiment voir secteur par secteur et mettre en place des incitations nécessaires. Merci beaucoup. Bien, merci professeur. Je lis la suivante de M. Kadjaza Mario. Sa question est la suivante. Comment peut se comporter nos dirigeants si parfois nos pays ont une mauvaise notation auprès des agences d'octroi ou de financement, ce qui ne leur permet pas de négocier à des financements à des taux de remboursement bas? La question de M. Kadjaza ou Mario. Comment? Oui. Je pense que c'est bon, ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est une question très intéressante aussi et qui renvoie à un autre élément de souveraineté pour lequel moi je milite depuis une vingtaine d'années, qui est la souveraineté monétaire et financière. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qui sont des domaines régaliens, en fait. Vous ne pouvez pas, pour le financement de votre développement, vous en tenir simplement aux notations par le marché, en fait. Donc, il faut absolument construire des instruments régaliens de financement de l'économie. Et là, on n'a pas le temps de revenir sur le dossier CFA, qui est quand même un dossier assez lourd, quoique passionnant. L'idée, pour faire vite, c'est de dire qu'il faut que nous identifions les secteurs clés de nos économies, que nous mettions en place les véhicules idoines de financement de ces secteurs clés et par rapport au financement additionnel qui vont venir du reste du monde,
que nous puissions jouer à ce moment-là le jeu du marché international. Mais quand vous prenez un secteur comme l'agriculture, il n'y a aucun pays au monde qui utilise le secteur bancaire standard pour financer l'agriculture. Vous prenez l'Europe, le budget de la politique agricole commune, c'est 50% du budget de l'Union européenne. Ce n'est absolument pas les banques européennes qui financent l'agriculture européenne en priorité. C'est l'État. L'État souverain qui décide que la question agricole est une question trop importante pour être laissée aux mains du marché. Vous voyez? Donc, on peut multiplier les exemples, mais la question de la souveraineté, elle nous rattrape toujours parce que c'est elle qui nous dit quelle est la priorité qui est la nôtre et comment s'organise pour que dans nos politiques publiques, cette priorité puisse être visible par tout un chacun. Vous voyez? Donc, on ne peut pas laisser le financement du développement au marché et on ne peut pas être simplement des otages des agences de notation. Ça n'a pas de sens. Ok, bien, merci professeur. La question qui suit est celle de M. Wester Mombo. Cette question concerne l'intersection entre la souveraineté, l'écologie et les communs. Et sa question est formulée comme suit. Comment pensez-vous que les initiatives communautaires locales en matière de gestion des ressources naturelles peuvent renforcer la souveraineté écologique? Première question. La deuxième est la suivante. Et quels sont les principaux obstacles que ces initiatives rencontrent souvent dans la mise en œuvre de solutions durables à long terme? Merci beaucoup. Les deux questions se recoupent. Et ce qui me paraît intéressant, à partir de ces solutions écologiques à la base, qu'on appelle souvent des innovations frugales, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire la mise en place de mécanismes qui vont permettre, en fait, d'augmenter la taille des innovations qui répondent à des préoccupations initiées ou perçues à la base. C'est là où l'enjeu public, c'est la mise en place de politiques nationales de recherche et d'innovation. Vous voyez, ça nous manque énormément dans nos pays, ce qu'on appelle des trajectoires technologiques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à construire sur longue période l'évolution de la technologie dans nos pays. Et c'est autour de ça que des politiques de recherche et d'innovation idoines peuvent s'articuler. Là, on va vous dire qu'il y a quelqu'un dans un village ou quelqu'un dans une ville qui a fait une formidable invention, mais vous n'allez pas être capable de voir dans quelle mesure cette formidable invention va avoir un impact sur la croissance du pays. Vous voyez? Et parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de modalité d'inclusion de ces inventions dans la trajectoire technologique du pays. Et de ce fait, il y a chaque fois un gap entre des inventions qui sont hyper localisées et le passage à l'échelle qui ne se fait absolument pas parce que vous n'avez pas de politique publique de recherche et d'innovation. Et là également, les communs peuvent jouer un rôle puisque c'est une défaillance de l'État, mais c'est clair que dans la compétition internationale, on part défavorisé quand on n'a pas d'État qui assure un minimum de biens collectifs, quoi, la production de biens collectifs.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Notre incapacité à nous projeter sur le long terme et à construire de ce fait des politiques de recherche et d'innovation. Parce que là également, le marché ne pourra pas résoudre ces problèmes-là parce que il faut souvent beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de travaux pour arriver à des types d'inventions qui pourront ensuite, dans le cadre de l'industrie, devenir des innovations. D'accord, merci professeur. La question qui suit, il me semble qu'elle a déjà reçu d'éléments de réponse. Donc, je vais plutôt passer à la question de M. Ludovic Beslo. Il en a deux. Elles paraissent longues, je vais faire l'effort d'être un peu plus tranquille et pour vous permettre de comprendre. Et il dit merci beaucoup, professeur, pour votre conférence et je vous propose d'apporter 2 éléments de réflexion complémentaires au niveau macro. L'approche par les communs que vous évoquez est fondamentale et en Afrique également. Et dans le cadre de la gouvernance polycentrique que vous évoquez au sens d'Éléonore Holstrom, cela me fait penser aux travaux de Clément Feuger sur la comptabilité écosystème centrée au niveau des territoires avec la possibilité de prendre en compte les impacts des organisations sur ces territoires. Le deuxième élément de l'intervention du participant, au niveau micro, sur les limites du modèle néolibéral dont vous avez bien montré les limites, la reconnaissance des systèmes écosystémiques pourrait-elle passer, selon vous, par l'intégration de l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et financiers dans une comptabilité intégrée de type CAR, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, dont l'objectif est de prendre en compte ce qui compte vraiment avec les spécificités des communautés africaines, par exemple. En précision, le modèle propose en particulier de prendre en compte et de valoriser des actions de préservation ou de restauration à leur coût et non au prix du marché. Donc, en réalité, c'est une contribution de M. Ludovic Beslo. On vous donne la latitude de faire un commentaire si vous le désirez, bien entendu. Oui, tout à fait. Je vais dans le même sens que Ludovic Beslo. Je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose d'incontournable si on veut intégrer les écosystèmes naturels dans la discussion internationale. C'est-à-dire que dans la discussion internationale aujourd'hui, on reconnaît la valeur des écosystèmes, mais on n'arrive pas à donner un prix à cette préservation des écosystèmes. Et du coup, si vous détruisez la nature pour produire des biens et services, eh bien, vous allez avoir un taux de croissance économique beaucoup plus élevé et donc tout le monde va applaudir cela. Vous voyez? Mais vous détruisez sur le long terme les éléments du patrimoine naturel qui vont vous permettre de survivre. Donc, ça conduit à la construction d'un certain nombre comment on pourrait appeler ça, d'indicateurs, comme le PIB vert, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais qui intègre la préservation des écosystèmes. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand vous détruisez les écosystèmes, ça vient en soustraction de la création de richesses. Et on peut multiplier les exemples. Ce que moi, j'observe comme élément qui rend difficile l'adhésion de tous, c'est la question du taux d'actualisation. Vous savez, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est notre rapport au temps, en fait. C'est-à-dire que si nous estimons que ce qui prévaut, c'est la dictature des urgences, nous allons avoir des taux d'actualisation très élevés, c'est-à-dire une forte préférence pour le présent. Et donc, nous allons sous-valoriser des éléments du patrimoine naturel parce que, comme dit la boutade, on préfère la fin du mois plutôt que la fin du monde. Voilà.
Mais si nous arrivons à voir que pour la préservation, pour l'habitabilité de notre planète, nous devons préserver absolument les écosystèmes naturels, nous allons avoir une préférence pour le présent qui sera moindre, en fait, que dans le cas précédent. Donc, là également, on a besoin de la délibération des collectifs pour voir ce qui est important, à quel pas de temps, à quelle intensité. Et c'est pour ça que je disais dans mon intervention tout à l'heure qu'on a à tort pensé dans les pays africains que la question écologique était une question occidentale, une question de gens riches. Mais c'est quand on observe l'impact de la dégradation des écosystèmes naturels sur la vie des populations africaines qu'on se rend compte que ce n'est absolument pas une question qui serait réservée aux pays riches. Et donc, nous devons, nous, aujourd'hui, en Afrique, intégrer cet élément. Ça complexifie la donne, mais nous n'avons pas le choix parce que malheureusement, nous avons des terres plus fragiles que dans le reste du monde et nous avons des éléments qui sont d'une grande fragilité. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers mois les températures qu'on a connues dans le Sahel. Ce sont des températures quasi létales. On n'était pas à moins de 50 degrés. On n'était pas loin de 50 degrés. Certains jours, à Bamako ou à Ouagadougou ou à Niamey. Donc, vous voyez, on est vraiment obligé d'intégrer cette donne dans l'équation. Et donc, je remercie vraiment Ludovic Peslo pour ses apports. J'y souscris entièrement. Alors, merci, professeur. Satisfaction renouvelée. Avant de passer la parole à Colline, moi, ce que je retiens de votre conférence, c'est que l'approche par les communs a incontestablement un fort pouvoir de séduction. Et donc, se frayant une voie entre la privatisation et la gestion déléguée à l'État, cette approche par les communs pourrait permettre, à vous entendre, de repenser aussi bien le développement territorial, l'organisation urbaine, la relation producteurs et consommateurs et la gestion de l'eau, la valorisation des savoir-faire locaux. Je vous dis merci et je passe à présent la parole à Colline qui donnera certainement le mot de fin. Merci. Oui, donc je vais donner le mot de fin peut-être au professeur Nebouko pour conclure, mais moi je voulais remercier tout le monde pour la participation à cette conférence et l'ensemble des questions qui ont été proposées et qui montrent une réelle appétence sur ces sujets. Moi, ça me met plutôt personnellement en optimisme et me donne envie de me lancer dans de nouveaux imaginaires où on aurait une approche par les communs. Et du coup, j'espère qu'on continuera à porter un peu ces questionnements au sein de la Fondation. C'est l'objectif. Avant de vous laisser la parole, professeur, je vous partage pour l'audience en commentaire l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. Et je vous encourage à aller y jeter un œil et nous suivre, nous soutenir et continuer à participer aux prochaines conférences en ligne. Et Kako, je vous laisse la main. Merci. Merci beaucoup, Colline. Donc, je voudrais vraiment remercier tous les participants, ceux qui ont posé des questions, ceux qui n'ont pas pu en poser, ceux qui ont laissé des commentaires et évidemment la Fondation, vous-même, Colline, Guy. Et je voudrais dire que, au fond, moi, je comprends cette idée de démocratie substantive comme un appel à dépasser ce qu'on pourrait qualifier, au fond, de vérité établie, d'éléments d'une orthodoxie porteuse de ce que je qualifierais de normativité arbitraire, que ce soit la démocratie formelle, que ce soit les modèles économiques, que ce soit les types d'agriculture ultra-productivistes. Donc, tous ces éléments
qui ont constitué, au fond, le consensus de l'après-guerre. Ce modèle taylorien-fordiste, en fait. Je crois que nous arrivons dans une nouvelle phase où nous devons déconstruire les éléments constitutifs de ce modèle taylorien-fordiste dans toutes ses dimensions, afin de créer quelque chose de nouveau qui s'appuie sur la reconnaissance des pratiques, de la philosophie, de l'économie, des populations qui vivent les choses. Et je crois que c'est une phase unique pour nous d'être contemporains de ce mouvement qui est un mouvement qui nous réunit tous, parce que pour le monde développé, on voit qu'il y a une addition de ce que j'appelle les oubliés de la mondialisation. Et pour le monde en développement, on voit qu'il y a une aspiration à un mieux vivre. Et donc, comment, au fond, on pilote cette rencontre entre un monde qui a vécu la prospérité, mais qui le connaît de moins en moins, et un monde qui aspire à plus de prospérité. Donc, je crois que là, nous avons, via en particulier cette fondation, un cadre idoine pour porter ce genre de discussion. Merci beaucoup. Ben merci, merci encore à vous et hâte de vous voir contribuer à ce genre de discussions qui doivent continuer au sein de la Fondation. Et merci d'avoir prolongé aussi votre intervention et d'être resté jusqu'à presque 20 heures. Merci. Très bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Merci Guy également, chers collègues si polyvalents pour ce rôle de modérateur. Et je te souhaite à très bientôt, notamment pour les assises de la démocratie au Cap-Vert. Suivez nos actualités. Bonne soirée tout le monde. Merci, merci professeur. Merci. Vas-y. Merci Colline. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée.